Et puis Anna est arrivée à l'improviste. Je ne l'ai pas entendue entrer chez moi, ni monter les marches de la mezzanine. Elle a dû faire exprès. Elle a ouvert la porte de ma chambre et mon cœur a failli lâcher de peur et de joie mêlée. Anna a retiré lentement la couverture et s'est glissée dans le lit, tout habillée. Dieu que c'était bon d'être avec Anna au lit. Elle s'est collée contre moi et s'est vite endormie. Je n'ai plus fermé l'œil. Je tenais à vivre chaque seconde auprès d'Anna. Je tenais à entendre chacune de ses respirations, chacun de ses gémissements ténus. Puis soudain, nous n'étions plus au lit. Nous étions sur le chemin de halage qui mène à Beurre. Et nous avons atterri à l'entrepôt de Casamène. C'était jour de fête, un rendez-vous annuel pour dire la bienvenue à l'été qui s'est encore fait attendre. L'entrepôt, c'était ce lieu étrange où n'importe qui pouvait se prendre en liste de grands talents. Ou thérapeute, surtout thérapeute, au vu de la forte concentration de cette espèce qui te déprime rien qu'à les voir eux-mêmes déprimés. Comme s'ils devaient tous obéir au même rite. Une corvée dans le genre « je porte sur ma conscience toute la misère du monde ». En vérité, toute la misère du monde, c'est juste ces petites misères des petites gens de la petite bourgeoisie de province, de celles et ceux qui sont venus à mourir de bonheur. Une ambiance paisible se posait sur nous. Puis soudain, nous étions ailleurs, Anna et moi. Je me sentais léger. Comme Anna et moi, on contemplait ce beau coucher du soleil sur l'océan, avec l'aiguille creuse d'Étretat en ligne de mire, et Anna qui me lançait. « Allez, viens mon cœur, on va aller chercher le passage secret vers le trésor caché. » Ah, toutes ces plages désertes, rien que pour Anna qui courait et sautillait à vouloir enjamber l'océan. Et à nouveau, Anna et moi, on était chez moi, le soir, au lit. Et Anna m'a chuchoté « T'es prêt, mon cœur, pour un grand voyage ?» Et j'ai répondu de toute mon âme et de tout mon cœur « Avec toi, Anna, je suis toujours prêt pour n'importe quel voyage. » Et Anna a ri. Et elle a ouvert le gros livre illustré des 1001 nuits. C'était l'un de nos rituels préférés. On faisait l'amour longtemps, d'abord lentement, puis frénétiquement, puis à nouveau lentement, très lentement. Et quand on n'en pouvait plus, elle me lisait à haute voix les 1001 nuits. Et j'aimais ça, sa voix douce et chaude me dorlotait. Il me fallait tout un tas de résistance pour ne pas sombrer dans le sommeil, un sommeil lourd de petit garçon. Elle le savait et vérifiait constamment si je suivais ou non. Dès que j'arrêtais de donner signe de vie, elle rangeait le livre et se blottissait contre moi. Qu'est-ce qu'on était bien, oh Anna, qu'est-ce qu'on était bien. Le lendemain, c'était toute une galère. Elle ouvrait la page et me lançait. « Mon cœur, tu te souviens où on en était tout de même ?» Je racontais mon dernier souvenir, et souvent elle se plaignait. « Oh, mais tu t'es trop vite endormi, mon cœur. Il va falloir que je reprenne bien plus haut, bien trop haut, mon cœur. » Et la pauvre Scheherazade n'avait plus qu'à recommencer ses ruses alambiquées pour faire dormir son calife menaçant dans son peine. À la longue, Anna avait appris à repérer quand je lâchais. Alors elle ponctuait sa vigilance par des « Tu suis, mon cœur ?» Si je disais oui, elle continuait. Sinon, elle sonnait la pause de nuit. Et alors, tous les protagonistes qui s'entretuaient à tout va devaient eux aussi déposer les armes et s'en aller dormir un peu en attendant que je sois prêt pour le lendemain. À force, quand elle sentait que je commençais à larguer les amarres, Anna élevait la voix pour m'alerter de telles menaces qui pesaient sur la reine, laquelle reine, si elle ne prenait garde, pourrait n'être que la reine d'un soir parmi les soirs. Et alors je me ressaisissais. Parfois, Anna n'avait pas envie de lire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mon cœur, mais c'est fatigant de lire. J'en profitais pour lui réciter de mémoire des poésies. Je commençais par les miennes, mais mes poèmes restaient trop opaques à ses yeux, et du coup à mes yeux aussi. Elle s'en lassait assez vite. C'est trop sombre, mon cœur, trop noir, trop noir. Et moi qui bégayais, oh Anna, maintenant que tu es là, les mots gais vont sûrement revenir, et j'en ferai des poèmes à te faire valser. Et je me rattrapais aussitôt en lui récitant des traductions de poèmes du monde entier. Des poèmes mésopotamiens, ou de l'Égypte antique, d'Inde ou de Chine, des poèmes incas,
aborigène, et même les magnifiques poèmes des Arabes. Anna, si tu savais combien les Arabes sont fous de poésie, mais que de la leur, Anna. Comment ça, mon cœur, les Arabes n'aiment pas la poésie des autres? On ne peut pas dire ça comme ça, Anna. Et on peut le dire comme mon cœur. Tu vois, Anna, quand les Arabes étaient au summum de la civilisation, leur calife avait créé la maison de la sagesse. Et il avait demandé qu'on traduise en langue arabe tout le savoir de l'humanité. Et tous les Arabes s'en étaient réjouis. Mais tous les Arabes avaient posé une seule limite, ne traduire aucune poésie d'aucun peuple. Anna s'était étonnée. Et pourquoi, mon cœur? Tu vois, Anna, à leurs yeux d'Arabes, toutes les émotions possibles à l'homme étaient déjà décrites par leurs propres poètes, et ce depuis les temps les plus reculés. Anna avait esquissé une moue sceptique, et j'avais enchaîné. Écoute, Anna, je vais t'en réciter. Mais d'une voix volontaire l'ouverture, le nassib, d'une langue haute avant l'islam, qui comptait pas moins de 200 vers. Du campement de Kaola ne reste que des traces à peine visibles, au reflet aussi pâle qu'un tatouage effacé sur le dos d'une main. Et déjà Anna et sa conscience qui s'envolaient vers le pays de ses rêves. C'était mieux que ce soit seulement sa tête qui entendait plutôt que sa conscience. Un jour, Anna s'était étonnée que ma mémoire soit si défaillante en toutes choses, sauf en poésie. Je lui avais répondu que c'était si facile de tout retrouver dans le pays des poèmes. Et Anna, et pourquoi mon cœur? Pourquoi nous on n'arrive pas à en retenir autant que toi? Tu sais, Anna, il faut apprendre à laisser entrer le poème en toi, c'est tout. Et comment il faut faire, mon cœur? Anna, c'est comme quand on voit un coucher de soleil. Il faut juste le laisser entrer en toi, en émotion. C'est cette émotion qui est le poème, Anna. Anna se perdait dans mes explications. Il fallait être plus explicite, et je ne savais jamais l'être. Un jour, qu'on était elle et moi vers la source du Lison, on s'était assis dans le bois en face du célèbre chêne remarquable. Anna était si belle que ça m'avait fait venir un poème de Victor Hugo. Je ne songeais pas à Rose, Rose au bois vint à moi. Nous parlions de quelque chose, mais c'est plus loin. Anna s'en était émue et m'avait dit « Oui, on nous l'avait appris à l'école primaire, mais je ne m'en souviens plus du tout, mon cœur. » J'avais répondu « Tu vois, Anna, c'est ta manière d'être assise qui me l'a fait revenir en mémoire. Et tu vois, Anna, ce grand chêne, c'est aussi un poème, mais sans mots, un très vieux et très long poème. » Anna ne suivait plus, mais ça ne me décourageait pas pour autant, du moins tant qu'il s'agissait de poésie. Tu vois, un vœu que tu as fait en arrivant ici, c'est aussi un poème. Ton vœu aussi est un poème. Et la source d'eau en cascade, c'est aussi un poème, Anna. Et Anna de se lasser, je suis fatigué, mon cœur. Et Anna s'était allongée à même l'herbe, et je lui avais aussitôt dit que s'allonger si bellement, comme elle le faisait, c'était aussi un poème, peut-être le plus beau des poèmes. Elle avait fermé les yeux de bonheur, et je m'étais allongé à ses côtés, et elle s'était endormie. Moi aussi je me sentais épuisé, mais je m'efforçais de ne pas fermer l'œil. J'avais besoin de sentir encore Anna, de l'entendre respirer, et parfois gémir. Et quand elle avait frissonné, à cause d'un petit vent qui faisait un détour pour la caresser, je m'étais empressé d'ôter ma veste pour en couvrir sa grande et belle taille. Elle a juste posé sa main sur la mienne, et ça a suffi à mon plus grand bonheur. Je connaissais chaque bout de la peau d'Anna, depuis la paume de sa main jusqu'à la paume de son pied. C'était du temps que je lui massais le corps à cause de ces fichues règles douloureuses qui la mettaient à mal, à transfigurer son visage, à en pleurer, à vouloir se déchirer de ne plus rien supporter, sauf mes massages. Je connaissais tout d'Anna, et de sa tendresse, de ses désirs, de ses sourires aussi,